Quelle stratégie utiliser pour investir en immobilier? C'est sans doute une question que tu te poses parce que tu souhaites te lancer en immobilier, mais tu es un peu perdu dans la multitude d'informations qui est disponible sur Internet. Alors, dans cette vidéo, je vais vraiment te simplifier et te décrire de façon très simple l'ensemble des stratégies qui existent, qui sont à ta disposition pour investir en immobilier. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Je vis au Québec, au Canada, la province dans laquelle j'investis massivement. Sur cette chaîne, je te partage des stratégies, je te partage mes projets et surtout, je te donne la connaissance dont tu as besoin pour toi aussi enfin devenir un investisseur immobilier. C'est parti. Donc, quand il s'agit de stratégies pour investir en immobilier, je peux te partager 3 grosses stratégies là, au cours de cette vidéo, mais je vais d'abord commencer par te parler de 2 métriques qui sont vraiment importantes, que tu dois vraiment comprendre avant de te lancer dans une stratégie. Ces 2 métriques, la première est celle qui est la plus connue de tous, pour tous ceux qui se lancent en immobilier, c'est ce qu'on va appeler le cash flow. Tout le monde parle de cash flow, cash is king. Moi, j'ai plutôt cash is trash, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Le cash flow, ultimement, c'est la différence entre ce que génère ton bâtiment, génère ton bien immobilier et ce qu'il te coûte. Donc, par exemple, un bâtiment que tu loues, un bâtiment de 6 ou 10 logements, par exemple, tu collectes des loyers, ce sont tes revenus. Et de ces revenus, tu vas enlever maintenant toutes les dépenses, les taxes, les assurances, l'électricité, les frais de gestion, les frais de réparation. Tout ce que ce bâtiment te coûte, tu vas le retirer. Et tu vas aussi retirer ce que tu dois payer à la banque. Parce que très probablement, le bâtiment, tu l'as acheté avec un effet de levier. Tu as mis un pourcentage de sa valeur et la banque a mis la différence. Et ce montant doit être remboursé à la banque, ce qui crée des paiements hypothécaires ou des paiements mensuels. Une fois que tu as retiré ça, tu obtiens un résultat, un chiffre, qui est ton cash flow. Ce cash flow peut être négatif dans certains cas, et dans ce cas-là, on parlera de cash flow négatif, ou bien il peut être positif, et c'est idéalement ce que tu veux. Ça, c'est la métrique la plus connue. Et surtout quand tu es en Amérique du Nord, c'est une métrique qui est intéressante, mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est celle que je m'apprête à te partager, qui est l'équité. Qu'est-ce que c'est que l'équité? C'est la valeur disponible sur ton bâtiment. Je m'explique. Un bâtiment qui vaut sur le marché, disons, 1 million, pour lequel tu dois, par exemple, 700 000 à la banque, ce bâtiment-là, tu as une équité de 300 000 sur ce bâtiment-là. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que cette équité-là n'est pas totalement disponible. Je m'explique. Si tu vas, par exemple, dans des pays comme la France ou en Europe, tu n'as pas accès à certains outils comme le refinancement. Donc, cette équité-là, ce montant qui est la différence entre ce que vaut ton bâtiment et ce que tu dois sur le bâtiment, n'est pas disponible. Mais la beauté du modèle nord-américain, c'est que ce montant-là est disponible partiellement. Donc, la manière dont je vais te le décrire, c'est vraiment ce qu'on appelle l'équité, on va dire un peu brute. Maintenant, tu as une équité nette qui est vraiment celle que tu peux aller chercher. L'équité brute, c'est la différence entre ce que vaut ton bâtiment et ce que tu dois. L'équité nette, c'est le pourcentage, c'est la portion de cette équité brute que tu peux retirer à travers un principe qu'on appelle le refinancement et t'en servir pour faire d'autres acquisitions. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, un bâtiment de 1 million sur lequel tu dois 700 000, tu as une équité de 300 000. Mais si on suit les règles de refinancement standard avec un refinancement à 80% par exemple, l'équité qui va être disponible nette que tu vas pouvoir utiliser, elle est de 100 000. Pourquoi? Parce que ça va être la valeur du bâtiment fois 80% moins ce que tu dois, donc 1 million fois 80%, ça fait 800 000, moins ce que tu dois, c'est-à-dire 700 000, et tu as une équité de 100 000. Et c'est pas quelque chose qui est très vulgarisé, mais pour moi, c'est ce qui est le plus important en immobilier, surtout lorsque tu investis en Amérique du Nord, surtout quand tu es dans une phase de croissance et que tu veux te monter un parc immobilier, surtout si tu as des grosses ambitions. Le cash flow, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très bon, mais le cash flow en lui-même ne te permettra pas de vivre. C'est-à-dire, surtout à tes débuts, ce n'est pas avec un 200-300 $ de plus par mois que tu vas vivre. Et l'immobilier en France ou en Europe est totalement différent de la manière dont c'est fait, par exemple, en Amérique du Nord. Et oui, en France, vu qu'on n'a pas accès à cette équité-là, on va être très orienté sur le cash flow, le cash flow, le cash flow. Mais ici, on a vraiment cette deuxième métrique qui est l'équité, qui est vraiment importante parce que c'est elle qui va te permettre de pouvoir répéter l'opération et récupérer de l'argent sur un bâtiment, donc l'équité nette, la prendre et acheter un deuxième, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas arriver à des parcs immobiliers conséquents, c'est en étant tout le temps capable de pouvoir jouer avec ton équité nette et de t'en servir pour acheter d'autres bâtiments. Une fois qu'on a planté le décor, je vais te parler un peu des stratégies qui existent ultimement en immobilier
Ultimement, il y en a deux. Il y a deux stratégies, puis après, on peut les décliner sur plein de variables, de variations différentes. Mais ultimement, il y a deux stratégies. Et je te parlerai ensuite d'une troisième stratégie qui est un peu un hybride entre les deux. La première stratégie, c'est celle qui est très publicisée sur certaines chaînes de télévision, communément appelée le flip ou bien le fixer-upper en Amérique du Nord, aux États-Unis. C'est une stratégie ultimement qui a pour but de prendre un bâtiment et de forcer l'appréciation. L'appréciation, c'est la prise de valeur. Donc, tu achètes un bâtiment à 400 000 et tu prends des actions qui vont te permettre de pousser la valeur de ce bâtiment-là à une valeur qui est plus haute, notamment par exemple 500 ou 600 000, dans un espace de temps qui est court. Que je veux dire par là, ici, on ne parle pas de l'appréciation naturelle d'un bien immobilier qui prend de la valeur avec le temps. On parle vraiment d'une prise d'action que tu prends pour forcer la valeur. Je donne un exemple, tu achètes une maison qui est un peu en mauvais état, qui vaut 400 000. Tu fais de belles rénovations, par exemple, en mettant 100 000 de rénovation et la nouvelle valeur actuelle, elle est à 700 000. D'accord? Donc, tu viens de forcer l'appréciation, tu viens de forcer l'augmentation de l'équité de ce bâtiment-là. Autant dire que pendant toute la phase de travaux, très probablement, ton bâtiment est vide et donc ton cash flow est négatif. Il est absent, en fait. Il est négatif. Et donc, ton cash flow est négatif. Et tu vois, dans ces stratégies-là, le cash flow n'a aucune importance. Parce que la personne qui achète un bâtiment qui est en mauvais état n'a qu'un seul objectif, c'est de le rénover, l'amener à une valeur supérieure et le revendre ou le refinancer derrière. Donc là, on s'entend que le cash flow n'est clairement pas la priorité. Le but, c'est d'acheter et de revendre idéalement très rapidement afin d'aller chercher un profit subséquent. Ça, c'est la première stratégie. Puis cette stratégie, tu peux la décliner sur plein de types de bâtiments. Tu peux la décliner sur une maison que tu achètes pour la revendre plus cher. Tu peux la décliner sur un terrain que tu achètes pour le subdiviser, pour le revendre comme deux terrains séparés à une valeur plus chère. Ultimement, ce que tu viens de faire, c'est acheter un terrain à une certaine valeur, prendre des actions pour en augmenter la valeur, puis le revendre derrière, notamment en le subdivisant. Quand je parle de flip ou de forcer l'appréciation, c'est par exemple ce que tu vas faire en achetant un terrain et derrière en allant voir la ville pour changer le zonage, pour pouvoir bâtir quelque chose de plus dense dessus. Donc un terrain initialement sur lequel on peut construire un bâtiment de 2 logements. Tu vas voir la ville, tu fais des négociations pour pouvoir bâtir dessus un bâtiment de 10 logements et tu revends le terrain derrière avec les plans. Tu viens de forcer l'appréciation de ce terrain-là. Donc le flip ultimement s'applique aussi bien à de la maison, à du duplex, à du multilogement, à du terrain. L'idée, c'est vraiment de prendre un bien et d'en forcer la prise de valeur rapidement afin de pouvoir aller chercher un événement de liquidité derrière qui va soit être une vente ou un refinancement. Deuxième stratégie, c'est celle qui est la plus connue. Deuxième stratégie, c'est le buy and hold. Donc le buy and hold, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la stratégie classique qui consiste à acheter un bâtiment et à le détenir. Le détenir sur le long terme. Donc là, on n'est plus réellement dans une logique d'appréciation rapide. C'est vraiment le temps qui va faire l'appréciation. Raison pour laquelle, idéalement, ce genre de bâtiment-là ou ce genre de transaction, il faut avoir un cash flow qui est positif parce que sinon, ça devient, ce n'est plus un asset, c'est un liability. Donc, le but avec ce genre de stratégie va vraiment être d'acheter un actif, de le laisser s'apprécier au fil du temps, mais surtout d'en tirer les fruits pendant qu'on le détient. Donc, on buy, on hold, mais surtout on cash out, on cash de l'équité, on cash du cash flow tous les mois. Raison pour laquelle il est important d'avoir un bâtiment qui est rentable. Puis encore une fois, quand je parle de cash flow, ça peut être sous plusieurs façons. Donc là, on va entrer maintenant un peu dans les différentes déclinaisons. Ça peut être d'acheter un bâtiment qui est utilisé initialement, par exemple, pour faire de la location régulière, puis on le convertit en un bâtiment pour faire du Airbnb, le but étant de le détenir sur le long terme, mais surtout là, on vient de drastiquement augmenter le cash flow parce qu'on va chercher un plus gros cash flow sur de la location courte durée que sur la location longue durée. Ou bien c'est un bâtiment qu'on va acheter et on va par exemple le louer en chambre à différents étudiants. Donc au lieu de louer un appartement de 2 chambres, au lieu de louer un appartement de 4 chambres à 1 000 $, on va le louer à 500 $ chacune des chambres. On vient d'augmenter le cash flow. Ou tout simplement on le garde tel quel, mais ultimement le but de cette stratégie-là, c'est de détenir un actif sur une durée qui est assez longue et tout en profitant tranquillement de l'appréciation, mais aussi en parallèle en récupérant du cash flow. Ça, c'est les 2 grosses stratégies. Mais comme vous pouvez le voir, il y a plein de déclinaisons faciles possibles. On peut le faire sur du chalet, on peut le faire sur du multi, on peut le faire sur de la maison, de chambre, on peut le faire sur un duplex. Le principe derrière, c'est d'acheter, détenir et d'aller chercher du cash flow tous les mois en ayant un bâtiment qui est rentable. Maintenant,
Une troisième stratégie que je trouve fortement intéressante, que moi j'applique principalement dans mes investissements, c'est une stratégie sur du multi-logement, où est-ce que je vais combiner un peu les deux. C'est-à-dire que je vais acheter un bâtiment multi-logement, donc du 5 logements et plus ici au Canada. Bon, en France, on parle d'immeuble de rapport. En anglais, on parle de multi-residential. Ultimement, c'est un bâtiment dans lequel il y a plusieurs unités, idéalement, normalement plus de 5, qu'on loue à différentes familles ou des fois même à des commerces. Et le but de ma stratégie est toujours d'acheter ce genre de bâtiment, derrière d'être en mesure d'appeler de belles rénovations. Donc un peu de prendre l'approche un peu flip, c'est-à-dire de forcer rapidement l'appréciation, mais derrière, une fois que j'ai fini, je vais le conserver et le refinancer et là jouir du cash flow. C'est un peu pour moi le meilleur des deux mondes. C'est une stratégie qui consiste d'abord à acheter un bâtiment, souvent des bâtiments en détresse, en mauvais état, y apporter énormément d'amour et d'argent en termes de rénovation afin derrière de pouvoir en augmenter la valeur. Derrière, aller chercher un événement de liquidité qui n'est pas une cession, une vente du bâtiment, mais vraiment un refinancement. Et derrière, de surfer sur le cash flow que ça génère. C'est une stratégie qui me permet à la fois derrière de récupérer de l'équité que je vais prendre pour ma prochaine transaction, mais qui me permet aussi de détenir le bâtiment pour pouvoir en jouir justement des cash flows qui sont dégagés mensuellement. Donc, grosso modo, c'est un peu les trois stratégies qui existent pour investir en immobilier. Les deux premières que je viens de citer qui sont essentiellement du buy and hold et du flip, donc du fixer un peu comme on l'appellerait. Puis la troisième qui est un peu pour moi une combinaison des deux, où est-ce que je fais ce qu'on appelle je sell to myself, je refinance le bâtiment à la fin de la transaction afin derrière justement de pouvoir récupérer de l'équité pour ma prochaine transaction, mais aussi derrière pouvoir jouir du cash flow. Donc voilà, c'est un peu le tour des stratégies que je voulais partager dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être informé dès que je publie de nouveaux contenus. Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!